Bonjour et bienvenue à toutes celles et ceux qui ont fait le choix de m'écouter pour s'informer et échanger sur le secteur de la formation professionnelle. Ici Virginie Christon et vous écoutez Formatalk, le podcast exclusivement dédié aux sujets qui touchent de près comme de loin les acteurs et actrices concourant au développement de nos compétences professionnelles. Vous y retrouverez des interviews, des conseils, des infos et toutes sortes de contenus qui vous permettront, je l'espère, d'entretenir et de développer vos connaissances du monde de la formation professionnelle. Aujourd'hui, je vous présente une des séries du podcast Callio Story, où j'inviterai régulièrement des professionnels de la formation qui ont envie de nous partager leur expérience de la certification, mais également leur vision de ce qu'est une démarche qualité au sein d'un organisme concourant au développement des compétences. Pour ce 6e épisode de notre série Callio Story, j'ai le plaisir de recevoir Estelle Trépro, entrepreneur à la tête de l'organisme de formation Iceberg, et qui va nous partager son expérience de la certification Calliope. Je suis très contente d'avoir pu échanger avec Estelle et d'avoir notamment eu l'occasion de lui demander son ressenti quant à son premier cycle de certification. Nous revenons ensemble sur ses astuces et conseils, ainsi que sur les non-conformités qu'elle a rencontrées et comment elle les a levées. Découvrons ensemble le parcours d'Iceberg, de son passage de l'audit initial à son audit de surveillance Calliope. Bonne écoute. Bonjour Estelle. Bonjour Virginie. Merci d'être là aujourd'hui, pour nous parler de Calliope, nous parler de ton organisme. Je sais que tu as passé différentes étapes de cette certification, donc ça va particulièrement nous intéresser. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, ça serait intéressant que tu nous fasses une petite présentation de qui tu es, de ton organisme, par rapport à l'audience qui nous écoute, pour qu'ils puissent situer un petit peu ton projet et ton organisation. On t'écoute. Oui, déjà merci en tout cas pour ton invitation. Alors qui je suis, donc j'ai créé mon entreprise en 2020, après une vingtaine d'années en entreprise, dans le secteur industriel. Et donc j'ai créé un cabinet de coaching, un organisme de formation et un centre de bilan de compétences. Tout ça. Tout ça, donc 3 activités principales. Donc le nom de mon entreprise s'appelle Iceberg et la mission d'Iceberg, c'est vraiment d'aller libérer les talents en accompagnant les cadres et dirigeants dans leur transition professionnelle et dans le développement de leur leadership. Ok, super, un beau projet en tout cas. Et donc tu as créé cette entreprise et tu as passé la certification Calliope. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi avoir passé cette certification, quels étaient les objectifs derrière ce passage de certification? Alors pour moi, passer Calliope, c'était un indispensable. D'accord. Parce que c'est déjà gage de qualité Okay. Pour tout organisme de formation. Donc gage de qualité pour mes clients, mes partenaires, pour les entreprises également, ouais, que je peux accompagner. Pour m'aider à structurer aussi mon activité, rester dans un processus d'amélioration continue, et puis aussi surtout pour permettre à mes clients d'avoir accès à des financements. Oui, parce que tu disais que tu faisais donc du coup de la transition professionnelle. Ouais. Donc on est dans le cadre aussi des bilans de compétences qui sont également éligibles du coup au CPF. Et puis pour la formation, on a tous les fonds au niveau des OPCO ou éventuellement des fonds d'assurance formation comme le FIFPL, la GFIS, etc. pour des dirigeants. Donc c'est vrai que c'est quand même important pour des personnes de pouvoir utiliser ces financements-là. Donc c'est complètement compréhensible, hein. Faut pas oublier que la certification Calliope, elle a été créée pour justement sécuriser l'accès à ces fonds-là. Donc c'est tout naturellement qu'on s'y dirige aussi pour donner la possibilité aux personnes et aux entreprises de pouvoir en bénéficier. Donc ça se comprend complètement, surtout au lancement d'une activité. C'est aussi un avantage commercial, j'ai envie de dire, d'essayer d'aller apporter des solutions financières aux clients qui te contactent. Donc franchement, c'est complètement logique. J'aimerais revenir un petit peu sur du coup ta préparation à cette certification parce que du coup tu as créé ta structure en 2020, c'est ce que tu nous as expliqué. Tu l'as créée, tu es toute seule dans ta structure, donc on est d'accord là-dessus. C'est pas évident, hein, de tout faire, on est au four et au moulin quand on démarre. Comment tu t'y es pris du coup dans la préparation de cette certification qualité? Est-ce que tu l'as fait seule? Est-ce que tu t'es fait accompagner? Est-ce que ça a été long? Est-ce que ça a été facile, difficile? Enfin, est-ce que tu peux nous donner un peu ton retour d'expérience sur ce sujet?
Euh, alors, il y a eu un petit peu de temps en fait dans mon activité parce que c'est vrai que j'ai pas eu une activité où j'étais complètement seule au départ, puisque en 2020 j'ai démarré au sein d'une coopérative d'activité, donc une SCOP, donc au sein d'une structure de 300 entrepreneurs, donc avec une mutualisation de services. Et donc là, il y avait déjà une certification Calliope, donc j'ai pu bénéficier pour lancer mon activité. Ok, super. Ah oui, d'accord. Donc j'avais fait ce choix pour m'aider à être rapidement opérationnelle et pouvoir rapidement proposer mes offres à mes clients. Et puis par la suite, j'ai eu envie de créer ma propre structure et d'être complètement indépendante. Et donc là, ça passait par la certification Calliope pour mon propre organisme de formation. Ok, très bien. Donc effectivement, en 2 temps. Donc il y a eu ce choix j'allais dire, voler de ses propres ailes et donc d'assumer l'ensemble des prérequis qui sont demandés quand on est du coup chef d'entreprise et organisme de formation, et donc d'aller soi-même construire sa préparation à la certification. Et comment tu as fait? Explique-nous un petit peu. Bon, peut-être, ce qui serait intéressant aussi, c'est pourquoi avoir décidé de partir de la SCOP et de voler du coup de tes propres ailes, et derrière le cheminement pour se dire il faut que je prépare quand même cette certification, cette fois-ci pour mon organisme. Alors, je pense que c'est peut-être inhérent aussi à ma personnalité, que j'avais envie d'indépendance. Oui. Et puis, j'avais envie d'avoir la vision vraiment globale de tout le processus et d'avoir la main sur aussi cette partie qualité. Okay. Donc, moi, et puis voilà, ça m'intéressait finalement. Et bizarrement, alors ça m'a étonnée, mais j'ai pris beaucoup de plaisir finalement dans la mise en place de la structuration de mon activité et des process qualité. Et ça, je m'y attendais pas vraiment. Ça a été un petit peu la surprise, parce qu'au départ, c'était un petit peu la bête noire. Je me suis dit, oulala, dans quoi je m'embarque? Et au final, j'y ai pris quand même beaucoup de plaisir parce que c'est de la réflexion et j'aime bien poser les choses, j'aime bien prendre le temps de la réflexion et finalement réfléchir à comment j'allais apporter la structure et les process qualité qui vont soutenir mon activité et qui vont me permettre de développer mon organisme sur le long terme. Je trouvais que c'était important, que c'était des fondations solides et qui seraient gages de réussite pour la suite. Et du coup, comment t'as fait? T'as pris les référentiels, tu l'as lu, c'est ton livre de chevet. Comment tu t'es organisée? Oui, la base, ça a été quand même de lire forcément le référentiel, donc de me documenter, de participer, d'écouter des webinaires. Voilà, donc évidemment beaucoup de documentation. Je me suis un peu immergée dans le sujet, on va dire. Et puis, j'ai fait le choix aussi de me faire accompagner pour préparer cet audit initial et pour me sentir vraiment dans des meilleures conditions possibles et être confiante en fait sur la réussite de cet audit initial. Avant le passage de l'audit initial, est-ce que dans le cadre de cette préparation, donc avec l'accompagnement, avec tes recherches, enfin ton investissement, il y a eu des moments, j'allais dire, de doute? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as dit non mais c'est trop compliqué, ou au contraire tu te dis finalement en prenant le bébé à bras-le-corps, c'est faisable, c'est accessible. Enfin, comment tu as vécu un petit peu tout ça? Non, j'étais assez confiante en fait quand j'avançais pas à pas. En fait, je me disais c'est quand même accessible. Voilà, la seule chose c'est que ça prend du temps, il faut être focus dessus. Donc par contre, je me suis dit pendant 2-3 mois, c'est mon focus. Et du coup, j'ai vraiment limité quand même mon activité à ce moment-là, la mettre un petit peu en pause pour être vraiment concentrée sur cet objectif-là, parce que je pouvais pas m'éparpiller, je pouvais pas faire trop de choses en même temps. Donc j'avais besoin d'être à 100% d'être focus. Ah, oui. Ouais. Donc tu as un peu, on va dire, organisé tes priorités pour donner cette priorité au démarrage à l'audit, pour le passage de l'audit initial. Très bien. Donc si je résume un petit peu, tu as passé l'audit initial, puis tu as aussi passé l'audit de surveillance. Ça qui est intéressant, c'est qu'on rentre sur la fin du premier cycle de certification. La prochaine étape, c'est l'audit de renouvellement. Oui, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête jamais. Mais donc, ce qui m'intéresse là, c'est d'avoir ton regard sur ton état d'esprit avant le passage de la certification initiale, enfin de l'audit initial.
l'obtention du coup de la certification, puis le 18 mois plus tard, quelque part, le passage de l'audit de surveillance. On va dire les points communs, les différences, ça peut être dans l'état d'esprit, la manière d'appréhender les choses. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu comparatif de ces deux expériences-là? Je dirais que la grande différence, c'est que lors de l'audit initial, pour la préparation, j'ai vraiment dédié du temps où j'ai baissé vraiment l'activité et j'étais vraiment concentrée dessus et ça m'a permis vraiment de bien me préparer, clairement. Et puis j'ai fait le choix de l'accompagnement, donc j'ai vraiment augmenté mes chances de succès. Et ça s'était très bien passé, donc j'étais quand même très contente de ce choix-là. Pour l'audit de renouvellement, la différence, c'est que forcément l'activité était beaucoup plus dense et que pour moi ça me paraissait difficile de mettre mon activité en pause à ce moment-là. Et donc j'ai dû concilier les deux. D'accord. Ok, donc il y avait une logique d'organisation un peu différente. Donc, moins de préparation, clairement, moins de temps pour préparer, et je l'ai fait seule. Donc là, je me suis dit, je vais le faire toute seule, et donc forcément, c'est aussi moins facile, entre guillemets, parce que du coup, il faut s'organiser, moins d'idées, il faut s'organiser, et donc il y a toujours un peu plus de risques qu'il y ait des choses qui passent à l'as. Et du coup, en termes d'état d'esprit, entre ton audit initial et ton audit de surveillance, est-ce que tu étais plus stressé, moins stressé, c'était pareil? Je sais pas. Alors, j'étais pas forcément plus stressée réellement pour l'audit de surveillance, mais j'étais pas vraiment dans le même état d'esprit parce que je me suis dit, ce sera sans doute pas parfait. Parce que j'étais pas aussi préparée que pour l'audit initial, clairement, mais bon, je l'ai accepté. Clairement, je l'ai accepté et je me suis dit, de toute façon, le rôle aussi de cet audit de surveillance, c'est d'aller regarder peut-être les choses qui ont besoin d'être améliorées. Et je l'ai pris vraiment dans le sens où ça allait me servir pour peut-être réajuster des choses et puis continuer à progresser. D'accord, ok. Donc, du coup, sur l'audit de surveillance, tu l'as abordé avec ton activité, ce qui était différent de l'audit initial, puisque tu avais fait le choix de mettre un peu en stand-by l'activité pour te consacrer à la mise en place de ton organisation. Donc, la différence entre les deux, est-ce qu'il y a eu des écarts sur l'un, sur l'autre? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Alors, pour l'audit initial, donc, il n'y avait pas d'écart. D'accord, ok. Pour l'audit de surveillance, il y a eu des écarts. D'accord. Il y a eu des écarts, donc surtout un écart majeur et deux mineurs. Okay. Donc je me suis dit que c'était pas non plus le drame. Okay. Et voilà, je l'ai accueilli de façon complètement assumée parce que je savais que il y avait ce risque. Et puis finalement, les non-conformités étaient assez facilement corrigeables, on va dire, corrigeables. Et donc, du coup, j'ai assez facilement mis en place les actions pour pouvoir corriger ces écarts. En tout cas, c'est intéressant que tu nous en parles parce que autour de la certification, quelle qu'elle soit, Calliope, ISO, etc., on a très peu d'informations et de retours d'expérience sur la gestion des écarts. On a l'impression, pour les organismes, que passer Calliope, c'est avoir une bonne note ou une mauvaise note, alors qu'en fait, ce n'est pas un passage d'examen, même si on peut le vivre tel quel. C'est une logique, comme tu l'as très bien dit, d'amélioration continue. Donc personne n'est parfait. On tend vers quelque chose qui semble cohérent par rapport à nos activités, mais comme tu l'as bien souligné, à un moment donné, faut savoir aussi prioriser certaines choses et on ne peut pas être partout. Et donc, on peut arriver dans le cadre de démarches qualité à avoir des écarts lors d'audits, mais on peut les accueillir positivement et, comme tu le dis, les corriger et avancer en conséquence sans qu'en fait
on soit dans quelque chose qui est dégradé, finalement, la qualité de service. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais j'ai regardé un peu les avis clients qu'on voit sur tes communications ou autres. Je n'ai pas vu un changement entre ton audit, depuis ton audit initial jusqu'à ton audit de surveillance de personnes qui ont dit oulala, elle a eu des écarts. Enfin voilà, ça s'est senti, la preuve, il y a une dégradation considérable de l'offre de service. Donc à un moment donné, c'est aussi compatible. C'est pas dire que la prestation est de mauvaise qualité. Ça veut dire qu'il y a peut-être des choses au regard d'un référentiel précis qu'il faut améliorer pour continuer d'avoir un service de qualité. Donc, je te remercie par rapport à ça. Je sais que c'est pas agréable, forcément. On a quand même notre structure, on donne de sa personne, mais bon, pour le coup, personne, je leur dis, personne n'est parfait, aucune organisation n'est parfaite, et le fait de s'améliorer, c'est aussi se remettre en question et de permettre de faire des choses qui soient aussi plus adaptées au contexte précis. Puisque, on évolue quand même avec les années. Le marché, on l'a bien vu ces dernières années, est quand même assez fluctuant. On va reparler de la période Covid, mais il a fallu montrer de l'agilité. Donc, en tout cas, merci pour la gestion des... ce témoignage sur les écarts. Et du coup, ça t'a mis combien de temps, justement, tu as dit c'était facilement actionnable pour lever ces écarts. Comment tu t'y es pris pour lever les écarts? J'ai pris le temps de la réflexion, forcément. Mais en fait, ça m'a aidé aussi à réfléchir peut-être à plus long terme aussi. Sur des choses dont j'aurais vraiment besoin pour mieux automatiser certaines choses aussi et rendre les choses plus faciles et plus fluides. Donc ça je trouvais que c'était finalement un super exercice parce que étant seule aujourd'hui dans mon organisme, je peux pas tout faire. Donc finalement, l'automatisation de certaines tâches et la digitalisation deviennent des priorités pour moi et vont permettre finalement de sécuriser certains process et de permettre finalement de garantir la qualité de service par ce biais. Ok, très bien. Effectivement, pas faire une usine à gaz, toujours compliqué. Voilà. De pouvoir répondre aux référentiels et pas faire une usine à gaz, je comprends complètement. Pas d'usine à gaz et finalement trouver les bons outils ou les bonnes aides. Alors, les bonnes aides pour m'aider finalement à mieux fonctionner et à continuer à répondre aux référentiels. Est-ce que, avec le recul, il y a des choses que tu as faites pour la préparation de cette certification, que ce soit audit initial ou audit de surveillance, que tu ne referais pas? Alors, ce que j'aurais pu faire différemment, je pense, dès l'audit probablement initial d'ailleurs, c'est de tout penser dématérialisé, digital, notamment au niveau du recueil de satisfaction. D'accord. Okay. De tout ce qui est formulaire en fait. Donc j'avais quand même imaginé pas mal de dématérialisation déjà de base, mais j'avais quand même gardé une partie en format Word pour tout ce qui est questionnaire. Et donc ça, c'est vrai que c'est quand même lourd. C'est quand même lourd à traiter, lourd à gérer. Et donc je me rends compte que finalement, c'est le traitement derrière aussi. Le traitement derrière pour le suivi, suivi de la satisfaction et puis pour finalement le suivi des indicateurs. Des indicateurs. Donc le traitement derrière n'est pas simple. Et pareil, le recueil n'est pas forcément facile. Et du coup l'idée, c'est vraiment là de passer plutôt sur du 100% digital. Dématérialisé. Parce qu'effectivement, créer le document, c'est déjà quelque part. Voilà, il y a un exercice intellectuel de trouver la bonne forme, etc. Et puis après, il y a la mise en œuvre, et tu l'as très bien dit, le traitement. C'est ça. Donc effectivement, traiter des éléments qui nous reviennent en papier, ou ça prend du temps. C'est très lourd. Et ça peut vite être très lourd. Donc le côté, je te rejoins sur le côté un peu dématérialisation pour automatiser ce que tu disais tout à l'heure, les process. Beaucoup d'organismes craignent le jour de l'audit, c'est-à-dire ils ont peur
de l'auditeur, méchant auditeur, qui arrive dans l'organisme, qui va dire, il va mettre des bons points, des mauvais points, ce qu'on disait, et donc beaucoup s'interrogent sur comment ils vont être mangés sur ce jour-là. Moi, ma question, c'était entre le moment où tu as préparé ta certification et le moment où tu as passé l'audit, est-ce que tu avais imaginé que l'audit allait se passer comme ça? Est-ce que entre ce que tu imaginais et ce qui s'est réellement passé, est-ce qu'il y a des différences où on t'avait plus ou moins bien informé de comment ça allait se passer, et puis il n'y avait pas eu de difficultés majeures. Enfin, explique-nous un petit peu ton regard et ton retour sur l'audit en soi. Bon, alors je te rassure, l'audit, je l'ai quand même plutôt bien vécu, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Après, je pense que j'étais quand même plutôt bien préparée, plutôt bien informée, donc j'avais quand même une bonne idée de comment ça allait se dérouler. Après, je l'ai pris quand même plus comme un échange parce que j'étais bien préparée aussi, évidemment. Et après, le fait que ce soit un audit, pour moi, c'était pas complètement non plus un inconnu parce que j'avais réalisé au cours de ma vie professionnelle en entreprise, j'avais participé en tout cas à pas mal d'audits ISO. Et du coup, voilà, en tout cas, je connaissais un petit peu comment fonctionne un audit, en tout cas. Donc, le fait d'apporter des preuves, etc. Tout ça, ça m'était pas complètement inconnu. Voilà. Okay. Mais du coup, ça va. T'as pas enterré l'auditeur à la fin de l'audit. Non, tout va bien. En tout cas, je te remercie pour ce témoignage. Pour clôturer ce témoignage sur du coup Calliope et la certification, j'aimerais bien que tu nous donnes 3 points clés pour notre audience, pour les personnes qui veulent aller vers cette certification. Premier élément que j'aimerais bien que tu nous confies, s'il y avait un outil, une ressource qui t'avait particulièrement aidé dans le cadre de cette certification, ça serait laquelle? Alors pour moi, bon, c'est quelque chose de très personnel, mais en tout cas, il y a un outil qui m'a beaucoup aidé, c'est Trello. Parce que j'utilise cet outil au quotidien. Tu peux nous dire un peu en quoi ça consiste? Trello, c'est un outil en fait de gestion de tâches qui est très visuel, très facile et très intuitif, qui est facile à utiliser finalement. Donc sous forme de tableaux et de cartes qu'on peut déplacer. On peut mettre différents types aussi de contenus sur ces tableaux Trello. Donc ça peut être des fichiers Word, des fichiers Excel, de la vidéo, des audios, vraiment plein de choses. Et c'est le fait que ce soit visuel aussi, et que ce soit tout concentré en fait dans un seul endroit. Pour moi, ça m'a vraiment aidé à structurer. En fait, j'ai fait tout mon process finalement Calliope sur Trello. D'accord. Et en fait, ça m'a donné l'idée de l'utiliser aussi avec mes clients. Donc en fait, j'ai dupliqué le format en créant finalement cet espace partagé de documentation pour le suivi des bilans de compétences avec mes clients. Ok, super. Et ça plaît beaucoup parce qu'il y a ce côté facile, visuel, on s'y retrouve bien. Et en plus, le partage peut être instantané. Enfin voilà. C'est digitalisé. C'est digitalisé. Voilà, c'est ce côté digitalisé. Donc finalement, voilà, ça me plaît. Voilà, ça me plaît. Si tu avais une pratique professionnelle, pareil, dans la même question, une seule, on va dire, à conseiller, une pratique que tu réalises et qui te semble importante et qui correspond du coup aux exigences du référentiel, ça serait quoi? Je dirais ce serait de rester toujours en veille, de me documenter. Bon, j'aime bien faire des recherches, j'aime bien m'abonner à des newsletters. T'es curieuse. Voilà, je suis curieuse, donc c'est vrai que ça me nourrit finalement, ça nourrit aussi les pratiques de mon organisme. Donc voilà, j'hésite pas à regarder des interviews, enfin voilà, tout ce qui peut, des webinaires, des conférences, etc. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose que tu faisais
avant de passer la certification Calliope. Donc c'est une pratique Tout à fait. professionnelle qui Ouais. t'appartient, qui est compatible du coup avec les exigences de la, Ah oui, de la complètement. certification. Je pense que c'est compatible et recommandé finalement parce que c'est tellement riche. Puis aujourd'hui, on a accès C'est sûr, facilement à l'information avec Internet, avec LinkedIn. c'est clair. Donc c'est LinkedIn, très 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 chouette. bon, Ouais. très bonne source de veille Tout à fait. à exploiter, tout à fait. Tout à fait. Et puis je suis aussi évidemment les newsletters d'Opens. Hein. Je suis fan, je regarde tous les webinaires. Donc j'ai plus d'excuses. Et pareil, dernière question, un conseil, le conseil à donner pour, selon toi, pour les personnes qui souhaiteraient aller vers cette démarche qualité. Je dirais déjà peut-être de bien réfléchir si c'est vraiment fait pour elle, parce que je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Il faut vraiment se poser bien la question. Et si vraiment on veut y aller, c'est vraiment se faire accompagner pour bien se préparer quand même et pour y aller en confiance et mettre toutes ses chances de son côté. Okay. Merci beaucoup de nous avoir témoigné ton expérience, parce que mine de rien, c'est riche pour les personnes qui souhaitent justement aller vers cette démarche-là. On ne sait pas trop des fois comment faire, etc. Donc d'avoir un organisme qui témoigne de passage de sa certification initiale et de son audit initial et de son audit de surveillance, c'est pas tous les jours qu'on en croise. Donc merci pour ton temps et merci pour ta bonne énergie sur ce sujet-là qui est pas forcément facile. Merci à toi. Merci à toi Virginie. Nous voilà arrivés au terme de cet épisode et je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de l'écouter jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il contribuera à vous projeter davantage vers de nouveaux projets. Si vous avez aimé, je vous invite à en parler autour de vous et à rester connecté à nos dernières actualités. Vous souhaitez en savoir plus sur nous ? Retrouver les liens des différents points évoqués pendant l'épisode ? Suivre nos nouveautés ? Je vous laisse toutes les infos nécessaires en bas de l'épisode. N'hésitez pas à nous contacter pour nous partager vos expériences, peut-être même à travers un de nos épisodes. Dans tous les cas, ce sera un plaisir de vous retrouver très prochainement pour de nouvelles aventures avec notre podcast Format Talk.